Bonjour à tous les amis, ça y est, la grande finale approche. Nous sommes sur la seconde demi-finale. C'est une finale, on va dire, avant la grande finale, parce qu'on a d'un côté Wild World Atom qui a fait un super parcours jusque là, et en face de lui il y a aussi Loma Wild qui a aussi fait un super parcours. Là on a vraiment un choc de titans. J'ai regardé les vidéos du coup avant de faire le montage, j'ai vraiment kiffé niveau qualité, montage, visuel, sonore, enfin vous allez voir les bêtes qu'ils vous proposent aussi. Bon courage en tout cas pour les départager. Pour les départager bien sûr, tu le sais maintenant, ça se passe dans les commentaires, tu me marques le nom de celui que tu vas voir accéder à la grande finale. Donc il sera opposé à celui qui a gagné la première demi-finale. Si tu sais pas qui c'est, je l'ai annoncé avant la sortie de cette vidéo sur mes réseaux. Voilà, en tout cas, j'espère que tu vas kiffer la suite de la Coupe de France Terre. Allez, je te dis à tout de suite pour la demi-finale numéro 2. Salut mec. Hello. Ça va? Ça va, nickel. Eh bien, j'ai des trucs à te montrer. Allez. Bien joué, j'ai vu que t'es en demi-finale. Ouais mec, ça fait plaisir. Mais là du coup, va falloir envoyer du lourd. Eh bah allez, c'est parti. C'est parti. Donc, et avant qu'on commence, c'est quoi ça derrière toi là? Là, on en parlera après ça. Allez. Donc, dans mes précédentes vidéos, on a déjà parlé de mes Varanus Tristis Tristis, on a parlé de mes Felzuma Cléméri, on a parlé de mes Varanus Similis, on a vite fait vu mes Varanus Pilbarensis, mais ils sont trop beaux, faut qu'on en reparle. Allez, on va voir ça. Allez, go. Le terrarium de mes Varanus Pilbarensis, je vais vous montrer ses beautés. Regardez-moi ça. Varanus Pilbarensis. Varan semi-arboricole qui vit en Australie, plus particulièrement dans la région de Pilbara, dans l'ouest de l'Australie. Donc ça vit dans les régions désertiques, assez rocheuses, avec un peu de végétation, mais vraiment très léger. Ça fait à peu près 50 cm à taille adulte pour les plus grandes spécimens, mais en général on est plus sur les 40-45 cm grand max. Assez opportuniste dans le milieu naturel, ça va se nourrir principalement d'insectes, mais aussi d'autres petits lézards. Comme tous les varans, c'est très opportuniste. Pas beaucoup présent en captivité en France. On commence à en voir quand même un petit peu. C'est vraiment une superbe espèce. Actuellement, ils sont en mue, donc le jour rouge ne sort pas autant qu'il le devrait. C'est vraiment une de mes espèces préférées. Donc leur terrarium, 120 par 60 de profondeur par 80 de haut, un point chaud à 35-40 degrés, UVB 10.0 et voilà. Bon, tu voulais savoir ce qu'il y avait dans la grande cage? Et ben il y avait ça. Hydrosaurus weberi. Agame voilier, magnifique agame qui vient d'Indonésie. Donc celui-ci c'est un mâle de localité Halmahera. Donc on les retrouve dans les îles à l'est de l'Indonésie, si je dis pas de bêtises. Il fait environ 1 mètre. C'est pas le plus grand des hydrosaurus, il y en a qui atteignent les 1,20 m voire 1,30 m sans problème. On peut voir qu'il a des magnifiques yeux bleus. Donc vraiment une très belle espèce. Donc agame voilier. On peut le voir ici avec la grosse crête qui est présente chez les mâles.
Donc on le retrouve dans les forêts tropicales, souvent proche des points d'eau. C'est une espèce qui nage très très bien. Ça court assez vite, un peu comme un basilic sur les pattes arrière. J'en ai déjà fait les frais une fois, mine de rien, ça galope. Ça se nourrit principalement de végétaux et d'insectes. Donc en captivité, ça mange de tout. Dans les insectes, lui, il va manger que ce soit des blattes, des sauterelles. Niveau végétaux, j'essaye de varier. Salade, endives, mâches, pommes, fraises, bananes. Il adore les bananes. C'est un spécimen qui est super cool, et pourtant j'ai pas fait de sensibilisation, lui jeter une baballe ou des choses comme ça. Ça s'est fait vraiment naturellement. En termes de terrarium, il a un terra qui fait 2 mètres de long sur 70 cm de profondeur sur 2 mètres de haut, donc avec un bassin. C'est juste ce qu'il faut pour un spécimen seul. On commence à avoir de plus en plus d'Hydrosaurus en France, donc franchement ça fait plaisir parce que c'est vraiment des animaux qui sont superbes, faciles à maintenir et vraiment intéressants à observer. Donc c'est la plus grande espèce de lézard que j'ai actuellement à la maison, donc le gros pépère. Et il a quel âge lui à peu près? Il a 4 ans, un petit peu plus de 4 ans. Ok, Donc, il a grandi vite? Ça va. Ça grandit quand même assez vite. Je dirais passer les 1 an et demi, on commence vraiment à avoir une grosse poussée de croissance, et après ça grandit. Donc c'est quand même un animal à pas prendre à la légère. Non. Bah, du moment qu'on a la place de faire des installations conséquentes, c'est super sympa. Ça reste plus petit qu'un iguane. Ça va faire à peu près la même taille qu'un dragon d'eau, mais c'est quand même un petit peu plus imposant. Et puis faut pas se le dire, ça reste quand même bien stylé. Carrément. Alors moi je vois un petit truc depuis tout à l'heure. Je voulais quand même te poser la question. On l'a pas vu encore celui-là. Il va y avoir quoi là? Là, faut pas dire, ce sera une surprise pour la prochaine vidéo si je passe en finale, en complément de l'espèce que vous attendez tous. Ce qu'il y a là. Ce qui est là-haut, exactement. On peut pas voir, qui est caché là derrière. Qui est caché là derrière, les Ouroboros catrafractus, bah ça ce sera pour la finale, donc je compte sur vous. Votez, et puis on parlera de ces magnifiques animaux qui ont été un saint graal pour moi pendant très longtemps et qui le sont toujours. Bon, et depuis la dernière fois, ils se plaisent dans le terrain, écoute, là? Ils sont encore un petit peu timides, ça fait pas longtemps qu'ils sont dedans. Ils me détruisent pas trop les plantes, donc ça va. Je vais sûrement revoir le wattage à la baisse de l'ampoule chauffante parce qu'il fait un petit peu plus chaud que ce que je pensais. Donc je vais passer sur une ampoule 50 watts. Donc voilà, très important de bien observer et de prendre des relevés de température assez régulièrement. Donc je vais passer sur une ampoule 50 watts et puis ce sera nickel. Ok, carrément. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour passer en finale parce qu'on parlera enfin des Ouroboros catrafractus. Il me tarde de vous les présenter car c'est vraiment un saint graal pour beaucoup de monde et pour moi y compris. Et puis c'est une espèce tellement intéressante qu'il faut vraiment qu'on vous en parle. Je compte sur vous. À bientôt. Salut. Attends, je vais te prendre en photo pour vraiment que tu vois ta coupe de cheveux. Non, touche pas, j'aime bien. Oh la gueule. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette demi-finale du championnat de France de Terrario organisé par Reptistore. Force à toi Steven. On voulait vous dire un grand merci avec Jason et toute la team Loma. C'est grâce à vous si on en est là. On vous a montré notre salle tropicale, on vous a montré quelques sacrées espèces. C'est qu'on en a des animaux dans cette salle tropicale. Mais, vous les attendiez, vous les vouliez et on vous les a promis. Les Abronia taeniata. Allez, c'est parti. Abronia, ça vient du grec abros. Abros, ça veut dire gracieux, délicat. Et on comprend très vite pourquoi. Ça leur va vraiment bien. Et taeniata, ça vient du latin cette fois, ça signifie rayé, zébré. Les Abronia taeniata, ce sont les lézards gracieux zébrés. Leur vrai nom vernaculaire, ce sont les abronies à bandes. Effectivement, les Abronia, en français, ce sont les abronies. Et donc, les abronies à bandes. En langage anglo-saxon... c'est un peu nul de dire ça. En langage anglo-saxon. En anglais.
En anglais, on dira plutôt les lézards alligators arboricoles à bande. Effectivement, un peu alligator, surtout dans leur façon de mordre. Ils vont attraper dans leur mâchoire et se mettre à tourner sur eux, un peu comme des crocodiliens. En termes de taxonomie, dans les lézards, ils font partie de ce qu'on appelle les anguidés. Dans les anguidés, il y a 2 sous-familles et eux font partie des Geronotinés. Geronotinae si vous préférez. Le genre Abronia a été découvert par un des 2 frères Gray, soit John Edward Gray, soit Samuel Frederick. Samuel Frederick Gray. Si vous savez exactement lequel des 2 frères Gray a découvert les Abronia, ça m'intéresse. Mettez ça en commentaire. Les Abronia tainata, eux, l'espèce précise, elle a été découverte par Arend Friedrich August Wigmann. Arend ou Aran, je sais pas trop comment on dit exactement. Bon, force à vous les herpétos et les zoologistes. Dans leur milieu naturel, les Abronia, de manière générale, vivent dans des milieux assez particuliers. Les tainata, eux, sont déclarés vulnérables sur l'IUCN. Et oui, ce sont des animaux qui commencent à être vraiment menacés, donc préservons leur habitat naturel. En tout cas, ils sont endémiques du Mexique. Endémiques, pour ceux qui ne connaissent pas, ça signifie qu'ils sont dépendants d'une zone et qu'on les trouve à l'état sauvage exclusivement dans cette zone, en fonction des biotopes qui s'y trouvent. Les tainata, on les retrouve du coup dans le Mexique, on va les retrouver dans certains états. Je vais jamais y arriver. Allez, j'essaie de la faire en une fois sans me tromper. C'est mon challenge du jour. Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla. J'y arriverai jamais. C'est impossible. C'est hyper dur. Jason, je vais jamais arriver à faire ça. Non mais franchement, c'est quoi ce truc? Tu l'as ou pas? Je peux pas. C'est vraiment en dehors de mes compétences là. Bon allez, j'abandonne. Donc, les états du Tamaulipas, de Nuevo León, de San Luis Potosí, du Querétaro, d'Hidalgo et de Puebla. On a très peu d'informations sur eux à l'état sauvage, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas ils vivent dans des forêts très anciennes. Ce sont des lézards de la canopée qui vivent au sommet d'arbres centenaires. Avouez que c'est original, des lézards qui vivent à la cime des arbres. Ils adorent aller se réfugier dans des éléments creux. Ils raffolent des creux dans l'écorce, dans les arbres ou à l'intérieur des broméliacées. Ils adorent se fourrer dans des mousses en tout genre. Ça doit être comme des matelas pour eux, ça doit être vraiment confortable quand on fait cette taille-là. On sait que dans leur milieu naturel, ils subissent des variations de température vraiment importantes. En fait, là où ils se trouvent, au sommet des arbres, il va y avoir un soleil de malade, une luminosité extrêmement forte, avec énormément d'UV et des températures qui vont parfois passer les 30-35 degrés. Mais en même temps, étant bien en hauteur et avec des brumes vraiment récurrentes à l'échelle journalière, les températures peuvent chuter vraiment et parfois avoisiner les 0 degrés. Pour rentrer un peu plus dans le détail, quand on regarde les cartes topographiques, on observe que leur lieu de vie se situe entre 1100-1200 et environ 3000 mètres d'altitude, ce qui explique les températures fraîches. Ce sont des zones particulièrement forestières, et pour parler température, quand on regarde les relevés, j'ai pris un échantillon au hasard, on constate en effet que les températures sur une période pourtant très courte vont se situer entre moins de 10 degrés et jusqu'à 30 degrés. On est donc sur des lézards qui dans leur milieu naturel sont capables de vivre globalement au frais avec des températures assez fraîches voire froides qui vont vraiment être capables de subir ça et avec des pics de température ponctuels. On m'a raconté une anecdote d'Abronia qui ont été retrouvés ensemble dans un tronc creux, les uns blottis contre les autres à une température de 0 degré à l'extérieur. Ça veut pas dire qu'il faut les foutre tous les jours à 0 degré et à 35 degrés, faut pas déconner avec ça. Nous sommes sur des lézards qui vivent jusqu'à 20 ans. Ils obtiennent leur maturité sexuelle à environ l'âge de 3 ans et ils sont vivipares. Vivipares, c'est-à-dire qu'ils vont pas pondre des œufs mais mettre bas. Vraiment comme nous. Enfin nous, pas moi, mais vous avez compris. Ils sont complètement, totalement arboricoles. Ils ont des petites pattes griffues et ils ont une queue vraiment hyper préhensile. On dirait une espèce de gros ver leur queue qui est capable vraiment de gigoter dans tous les sens et jusqu'au bout de la queue, ils peuvent tout bouger. C'est même parfois un peu flippant. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Une fois, j'avais ma femelle qui s'appelle Ariel sur la tête en train de se promener sur ma tête et elle a passé sa queue devant moi comme ça et elle a rentré le bout de sa queue dans mon nez et elle a commencé à rentrer dans mon nez avec sa queue. Je vous jure que ça fait vraiment bizarre. C'était ma première lobotomie. Et cette queue, ils savent la perdre. Lorsqu'ils se sentent en danger, ils peuvent pratiquer ce qu'on appelle l'autotomie, c'est-à-dire qu'ils vont abandonner leur queue à leur prédateur. Et cette queue repousse. Mais lorsqu'elle repousse, en fait, elle va repousser avec des vertèbres cartilagineuses. Ce sera jamais la vraie queue d'origine, elle sera moins jolie. Ce sont des lézards relativement petits. Ils mesurent environ 25 cm. On peut observer une robe vraiment, mais alors, magnifique, noir et blanc. Et à l'intérieur des écailles blanches, si vous regardez bien, il y a des micro taches noires un peu mouchetées comme ça. Ça donne un reflet global bleu dragé assez étonnant aux lézards. Ils ont cette allure élancée tout fin avec des pattes quand même assez courtes. Parfois ça fait presque synciforme, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressembler un peu aux 5. À l'arrière de leur tête, ils ont 2 bosses, une bosse à droite, une bosse à gauche, caractéristiques qu'on prétend plus développer chez les mâles. Lorsqu'ils approchent la période de mue, le caractère bleu de la robe va laisser place à un côté plutôt jaunâtre. Et cette mue, parlons-en, elle est originale pour des lézards. En effet, ils muent en une fois
comme les serpents. Et ils sortent là de leur mue comme s'ils retiraient une espèce de combi short. Ils ont un comportement vraiment génial. Ce sont des lézards naturellement curieux, très faciles à sociabiliser avec l'homme. Ils vont eux-mêmes demander à la manipulation une fois que vous les avez habitués. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre porte, tendre votre main et ils vont tout seuls aller de leur branche à votre main et vous grimper dessus. Ce sont des lézards très curieux, ils sont vifs et dynamiques quand ils le veulent. Et ils vous regardent vraiment dans les yeux avec leurs tout petits yeux, là on les voit nous regarder, ils sont trop mignons. On les adore, ici c'est vraiment nos bébés. Nos chers petits Abronia, on les maintient dans un flexarium. Le flexarium, en fait, c'est le choix de la ventilation. Effectivement, il leur faut une ventilation totale aux Abronia. Un terrarium avec au moins 3 faces grillagées suffirait. Cependant, le flexarium, ce qui est bien, c'est qu'il est léger. Et effectivement, on a tendance à les déplacer souvent, les Abronia. On aime bien les mettre dehors, quand il fait pas trop de pluie, hein, même si on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Ou l'été, on les déplace dans les pièces les plus fraîches de la maison. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à voir entre soulever un flexarium qui est hyper léger et porter un terrarium vitré qui va peser plus de 100 kg. Là, ils sont dans un 50 cm par 50 cm par 100, donc 50 par 50 par 1 mètre. C'est une bonne taille pour 2 Abronia, il pourrait même y avoir une femelle de plus. C'est des lézards qui explorent tout le temps, je vais y revenir. L'aménagement, il est important. Il va falloir que vous mettiez des branchages et plein de tillandsia, plein de mousse, plein de broméliacées. Ils en raffolent. Eux, leur truc, c'est d'aller s'emmitoufler et d'aller se cacher et d'aller faire des cabrioles, se pendre par la queue, tester des choses. C'est des vrais petits foufous hyper mobiles dans leur terrarium. Il faut bisous. Donc on leur a mis des petits Tillandsia usnaoides partout avec des mousses, de la sphaigne et tout ça. Le substrat, par exemple, c'est que de la sphaigne. 10 à 20 cm de sphaigne par endroit. On les observe vraiment par période de la journée. Ils vont dans le substrat, ils se roulent en boule dedans et ils descendent tout au fond et ils sont heureux. Finalement, ça ressemble un petit peu à là où ils vivent à l'état naturel. De la mousse, des broméliacées, des tillandsia et de l'aération et du frais. Et quand je vous dis qu'ils aiment bien se cacher, les broméliacées, c'est essentiel pour eux. Ils vont vraiment aller se glisser entre les feuilles pour aller se cacher, même à l'intérieur d'une feuille quand elle est grosse. Ils y vont aussi pour boire l'eau qui est stockée au centre de la broméliacée. Et l'eau, c'est aussi un sujet. Les Abronia, c'est des animaux de milieu tropical humide. Leur façon de boire principale, c'est d'aller ramasser les gouttes d'eau et les petits stocks d'eau qui sont un petit peu partout sur les éléments naturels de votre terrarium. C'est là aussi la plus-value majeure des broméliacées. Ils vont donc aller boire l'eau qui est un peu stockée par les mousses, par les sphaignes et qui est dans les plantes. Mais pour autant, il faut quand même mettre une gamelle d'eau posée sur le substrat, à changer tous les jours. Les Abronia, on les arrose par pulvérisation 1 à 2 fois par jour. Nous, on leur met un goutte à goutte ainsi qu'un fogueur qui va maintenir une micro-humidité ambiante. Bah oui, les flexariums, c'est tellement ventilé que ça a tendance à sécher quand même vraiment vite. Aussi, le fogueur, il a tendance à rafraîchir, il fait de la fraîcheur. Et comme vous le savez, c'est des animaux qui adorent être dans le frais. Regardez-moi un peu ça, ils ont des cachettes partout, ils sont bien là, ils sont bien là-dedans. Avec leur queue préhensile, ils vont aller saisir des plantes, saisir des branchages, ils adorent aller se mettre dans les tillandsia en forme de filasse et ils tournent leur queue dedans, ça fait des tours et ils s'emmitouflent, ils sont trop heureux de dormir comme ça. Un autre élément important, c'est la lumière. Les Abronia, c'est des animaux qui vivent avec une très forte lumière. Là où ils vivent, le soleil y tape à fond, même si c'est dans le frais. Donc, essentiel de leur mettre beaucoup de lumière blanche. Là, vous ne le voyez pas parce qu'on les a coupés, sinon l'image est complètement cramée, mais on leur a mis un spot 35 watts Reptile System plein pot au centre, un spot 25 watts Reptile System sur le côté qui arrose par le flanc et une rampe LED de 60 cm qui va plein gaz aussi. Pour les UV, on leur a mis un UV par LED de Zoomed. La plus-value, c'est que c'est un UV très pénétrant qui va vraiment aller arroser en profondeur. Et les Abronia, c'est des animaux qui s'exposent énormément. Ils se mettent tout le temps en pleine lumière blanche ou en pleine UV. Ils adorent ça. C'est important pour eux. N'oubliez pas les gens, c'est l'UV qui va permettre aux lézards de synthétiser la vitamine D3 en bonne et due forme. C'est vraiment génial d'avoir un décor bien fait comme ça, surtout quand vous aimez regarder vos animaux, quand vous aimez les voir évoluer. Les Abronia sont diurnes et très actifs. Du coup, on les voit vraiment se déplacer toute la journée, on les entend en train de grimper dans les branches et tout. Ils sont très curieux et très sociables. C'est franchement super fun. Moi, ils me rendent contemplatif. C'est encore mieux qu'un aquarium. Pour la bouffe, ce sont des lézards principalement insectivores. Vous pouvez leur donner des forficules, des petites blattes, des grillons T6, c'est très bien. Ils adorent aussi les vers, donc vers de farine, vers buffalo. Vous pouvez aussi leur donner des petits vertébrés, comme des petits lézards. Si vous avez en stock des Lepidodactylus lugubris, par exemple, les jeunes sont parfaits. Les Abronia, c'est des très bons chasseurs qui savent se montrer vraiment très vifs. Alors qu'au quotidien, ils sont plutôt cool Raoul et ils se déplacent plutôt lentement. Excellent, n'est-ce pas ?
Ils ont une démarche vraiment singulière, hein. Ils sont vraiment à l'aise et c'est tellement beau de les voir comme ça, évoluer dans un milieu rempli de mousse et de branches et de tillandsia. Dans leur démarche, ils ont une tendance, comme pas mal d'invertébrés, à imiter le vent, à imiter la gestuelle des corps végétaux lorsqu'ils sont parcourus par le vent. Ça fait un genre de... Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter du coup les deux spécimens. Hein. Donc il y a Orion qui est sur ma main et Ariel là qui me grimpe dessus. Orion et Ariel, ça vient d'un monde de fantasy dans lequel ils sont tous les deux un peu les dieux de la forêt. Bon, comme vous pouvez le voir, ils sont à la fois hyper détendus et à la fois hyper explorateurs, hyper curieux. On les a pas mal sociabilisés parce qu'on les a laissés avec nous en fait pendant 1 an dans notre pièce à vivre. Alors Orion, il est là, il est un peu plus farouche, mais quand même très cool. Ariel, elle, alors là, elle s'en fout, hein. Vraiment, elle fait ce qu'elle veut, elle est en train de m'explorer les vêtements. Elle va pas tarder à grimper sur ma tête, comme d'habitude, et aller s'emmitoufler dans mes cheveux. Comme vous le voyez, ils sont vraiment enclins à la manipulation, hein. C'est vraiment des lézards très très cool. Ça va ma belle, t'es trop belle, t'es trop belle. Salut ma poulette. C'est agréable de sentir leurs petites griffes qui s'accrochent un peu partout et leur queue qui serre. La queue est vraiment incroyable, regardez, elle serre vraiment mon doigt. Il y a une forte pression, hein. On sent vraiment fort la queue, et là, elle vient aplatir son ventre pour récupérer le maximum de chaleur de ma peau. Vous allez me dire qu'ils sont difficiles à différencier l'un de l'autre, hein, c'est vrai. Là, on vous montre des images, si vous regardez bien... Oh, elle m'a chié dessus. Elle m'a chié dessus. Elle vient de me chier dessus. C'est horrible. C'est horrible. Là, on vous montre quelques images. Si vous regardez bien, Orion, sur sa tête, il y a un trait de chaque côté, un trait noir au milieu du blanc sur ses bosses. Alors Ariel n'a pas vraiment ces traits. Elle a une petite marque, c'est tout. Birk. Bon, Ariel, t'étais pas obligé, hein. Elle m'a fait popo dessus. Ça se manipule vraiment bien, c'est hyper agréable. Ça va Orion, ça va petit bonhomme? C'est vraiment des animaux exceptionnels, sur tous les plans. À la fois le design, le comportement, l'aménagement de leur terrarium, leur façon de vivre, leur maintenance, leur sociabilité, leur curiosité, c'est des animaux vraiment intelligents. Il y a un petit côté Varan où ils vont vraiment chercher l'interaction avec vous. Ça y est, je me fais assaillir, ça me grimpe partout. Bon allez, je vais les remettre dans leur petit paradis. Et allez, vous dites au revoir à nos abonnés. Au revoir aux abonnés, Lomar. Et voilà, on est content de vous présenter nos stars, nos 2 Abronia Taeniata. C'est franchement des lézards dont on peut se considérer chanceux quand on en a la possession. C'est effectivement assez prestigieux et rare d'avoir des Abronia, notamment des Taeniata. Tellement beaux, tellement cool, tellement originaux. Et pourtant pas si difficile que ça à maintenir. Une sociabilisation facile. Non mais que demande le peuple? Si vous votez pour nous, en tout cas, on vous fera un final grandiose. Ça, on vous le promet. Vous les aviez attendus, j'espère que vous les avez kiffés avec nous. On vous dit à la semaine prochaine. Bon championnat à tous les candidats restants et force à vous. Il a fait 12 000 degrés dans mon dos, tout va bien.